Les planches ne résistent pas à l'assaut. La trentaine de militants gabonais qui pénètrent crient victoire. C'est une prise de choix. Cet hôtel particulier d'un luxe somptueux, totalement vide et en travaux, a été acheté par le président Ali Bongo en 2010. Venir mettre 100 millions d'euros pour un achat individuel à partir des deniers publics, au lieu de s'occuper à régler les problèmes auxquels sont confrontés les Gabonais, eh bien c'est une hérésie. La police bloque les lieux. Ces Gabonais de la diaspora s'estiment chez eux dans cet immeuble censé servir de nouvelle ambassade. 8 ans après, ils dénoncent un bien mal acquis au profit du clan Bongo. Mais ils s'insurgent aussi contre l'interdiction de sortie du territoire qui frappe au même moment à Libreville le numéro 1 de l'opposition gabonaise. Les occupants refusent de sortir. Ils sont en train de les sortir. Jean-Pierre n'a pas pu prendre l'avion. Regardez, ils sont en train de sortir. Aujourd'hui, nous sommes dans une dictature au Gabon, soutenue par les lobbies français. Nous avons décidé de nous lever pour que le coup d'état électoral d'août 2016 soit un cas d'école pour l'Afrique. Août 2016, une élection meurtrière au Gabon, un bilan humain impossible à établir et une victoire volée selon ces activistes de la diaspora. Ici ou ailleurs, ils préparent d'autres actions, relayées sur les réseaux sociaux, déterminés à mener la résistance. Allez, sans transition, on fait le point maintenant sur l'actualité des sports avec Nicolas Didoué. Bonjour Bonjour Nicolas. David, bonjour à tous. Et on va... Héritage à la jeunesse gabonaise, le président gabonais l'a annoncé lors d'une adresse à la nation. Parmi cet héritage, un des hôtels particuliers à Paris qui fait l'objet d'une enquête de bien mal acquis. Au Nigeria, 150 personnes sont mortes noyées en tentant de fuir les terroristes de Boko Haram dans l'état de Yobe. Nous en parlerons avec notre correspondant à Lagos, Moïse Gomis, et nous reviendrons d'ailleurs sur la stratégie de Boko Haram de détruire les réseaux de communication sur les zones attaquées. Et puis l'Afrique du Sud a changé ses règles d'attribution de visas touristiques. Il faut désormais déposer sa demande en personne, ce qui pose problème quand il n'y a pas de représentation sud-africaine dans votre ville ou pays. Des complications qui ont un impact sur le tourisme aux grandes dames des tours opérateurs. Voici donc une annonce qui en a surpris plus d'un. Ali Bongo lègue toute sa part d'héritage qu'il tient de son père, Omar Bongo, à la jeunesse gabonaise. Cette annonce, il l'a faite lors d'un discours prononcé à l'occasion de la fête nationale lundi. Problème, une partie de cet héritage entre dans le cadre de l'enquête sur les biens mal acquis. Nicolas Germain et Karim Akiki. 2 hôtels particuliers à Paris, dans les très chics 7e et 8e arrondissements. Ali Bongo les cède contre un franc symbolique à l'État gabonais. Ils seront affectés désormais à un usage diplomatique et culturel. Et une propriété familiale située à Libreville servira à l'implantation d'une université. Et ce n'est pas tout. J'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. L'annonce intervient alors que depuis 7 ans, 2 juges parisiens travaillent sur le dossier dit des biens mal acquis. Ils enquêtent sur le très important patrimoine, notamment immobilier, de 3 anciens présidents africains, dont Omar Bongo. Pour le porte-parole de la présidence gabonaise, la décision d'Ali Bongo pourrait changer la donne. En tout état de cause, si tant que ça a été mal acquis, c'est que ça appartiendrait donc à l'État gabonais. Et le chef de l'État gabonais décide de céder cela à l'État gabonais. Le problème devrait être clos à ce niveau. À 1 an de la présidentielle, l'avocat de Transparency International France, très impliqué dans le dossier des biens mal acquis, reste lui sceptique. Cette déclaration, facialement, peut être considérée comme un premier geste. Néanmoins, il faut rester extrêmement prudent. Il y a un calendrier politique au Gabon que chacun connaît. Il y a un calendrier judiciaire en France, une procédure qui avance et qui est susceptible d'aboutir à un certain nombre de mises en cause de personnes très proches du président gabonais actuel. La succession d'Omar Bongo, mort en 2009, compte 53 héritiers déclarés. Pendant plus de 40 ans, le père d'Ali Bongo a dirigé le Gabon et accumulé une grande richesse. La valeur des actifs identifiés dépasse plusieurs centaines de millions d'euros. Pour répondre à la forte demande des structures d'accueil au sein des universités,
Le gouvernement gabonais a signé mardi avec la société de construction britannique Brown & Company Limited un protocole d'accord préalable relatif à la construction de 5 amphithéâtres. Il est bon que des préalables soient observés pour convenir ensemble à la fois sur le volume des travaux, la qualité des travaux et les options définitives. Lorsque nous aurons été tous d'accord sur ce qui est à faire, nous signerons ensuite de la manière la plus solennelle les contrats eux-mêmes. D'une capacité d'accueil allant de 1000 à 2000 places pour un total de 6000 places, la première phase concrète de réalisation attendue concerne les 3 universités publiques du pays. Il y en a exactement 5. 3 vont être érigés dans l'enceinte de l'université Omar Bongo, donc à Libreville. Un va être construit à l'université des sciences de la santé à Ovando. Et le 5e va être construit à l'université des sciences et techniques de Basso. Alors que le gouvernement gabonais a décidé en mars dernier de conditionner l'obtention d'une bourse d'études à 12 sur 20 pour les moins de 19 ans à l'examen du baccalauréat. Pour les étudiants qui souhaitent s'expatrier, moins de 300 élèves de l'année dernière ont répondu à cette exigence. La construction des 10 amphithéâtres s'inscrit donc dans le cadre du plan d'urgence mis en place par l'État du Gabon, destiné au renforcement des infrastructures universitaires afin de répondre à la problématique de l'engorgement des universités. Je dirais que c'est louable parce que nous sommes tout simplement en quête d'une éducation d'où on a besoin de l'élite. Maintenant, s'il faut parler de l'âge, moi je dirais tout simplement que la mesure d'âge, pour ma part, a été un peu trop dit parce que 19 ans, nous voyons très bien qu'il y a des gars qui ont 22 ans, voire 23 ans qui sont encore au lycée. Maintenant, est-ce que il n'était pas préférable de mettre cette limite d'âge-là, voire 20 ans, 22 ou 22 ans? Comme tout le monde, je dis bien tout le monde estudiantin, nous avons appris par l'entremise du porte-parole du gouvernement que pour avoir la bourse, désormais il faut avoir 19 ans et faire 12 au baccalauréat. Bien, vous savez, dans un village, lorsque un chef va vite, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État a mis en place la charrue avant les bœufs. Les politiques qui ont été mises en place à l'époque, en 2012, ont été les politiciennes, n'ont pas été des politiques qui visaient réellement un objectif. Aujourd'hui, revenir sur le critère d'âge pour les bourses, nous, les étudiants au niveau de l'Université Omar Bongo, nous condamnons fermement cette décision qui n'honore pas l'étudiant gabonais. C'est le jeune gabonais qu'on empêche d'aller à l'école. Mettez d'abord les conditions. S'il y a les conditions, l'étudiant, l'élève, le jeune Gabonais pourra faire même 18 ou 15 au baccalauréat. Je trouve que si les réformes ont été mal prises, déjà, les conditions d'apprentissage ici au Gabon ne sont pas réunies. On ne peut pas avoir le bac à partir de 19 ans parce que pour ceux qui sont issus des familles aisées, on n'a pas les moyens de se faire inscrire au CCF ou faire des recherches ou encore d'avoir un ordinateur portable ou une connexion Wi-Fi pour mieux s'instruire. Déjà, avec des grèves qu'il y a de façon répétitive ici au Gabon, on ne pourra pas s'en sortir avec de telles mesures. Donc je trouve qu'il serait mieux ou judicieux de les revoir. Mais en fait, moi, j'aimerais d'abord dire que c'est un peu osé, en fait. J'estime que c'est osé parce que déjà, ils ne tiennent pas compte des réalités de tout le monde. Il y a des enfants qui sont, par exemple, en province, qui n'ont pas cette possibilité d'aller à l'école déjà à partir de 7 ans ou 6 ans. Donc, ces enfants-là, quand ils arrivent au secondaire, ils ont peut-être déjà 18 ans pour certains. Donc, c'est compliqué d'avoir, on va dire quoi, un 12 déjà, et aussi avoir 19 ans en terminale, par exemple. Si on considère qu'on doit on doit fixer une base par rapport à l'âge et à la mention, ça va être compliqué parce qu'on se rend compte que pas seulement au Gabon, dans plusieurs pays, c'est pas facile de voir un élève avoir un cursus scolaire à la norme, c'est-à-dire 6 ans CP1, avoir son bac peut-être à 16 ans. La barre, ce sera, enfin, la barre est souvent fixée. En fait, on observe des gens
qui ont leur bac au plus, peut-être, ou si c'est moins, 20 ans ou 21 ans, mais avoir des bacheliers à 19 ans, vraiment ça, c'est pas nombreux et ça va réduire l'effectif, ça va réduire le pourcentage du baccalauréat, en tout cas au Gabon. Vous savez, lorsqu'on prend des mesures, il faut tenir compte de l'environnement. Okay? Ce sont des très bonnes mesures pour prôner, certainement pour encourager l'excellence. Okay? Mais ces mesures doivent être prises dans des environnements où les conditions sont favorables. Vous voyez, nous sommes dans un environnement qui ne nous permet pas déjà d'avoir le bac à 19 ans parce que plusieurs Gabonais sont en retard en matière scolaire. 10 ans, c'est une période à la fois longue et courte. Longue parce que c'est quand même pas 10 jours et puis on a commencé, c'était comme une belle aventure, il fallait y croire. Et je crois qu'on a quand même eu foi en ce projet pédagogique, évidemment motivé par nos responsables, notamment M. Sekabdou, le premier proviseur de ce lycée. Il a su, comme je le disais, nous motiver et instiller en nous l'esprit bertéjean. 10 ans après, le chemin est encore long, sans prétention aucune. Il y a des choses qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire. Aussi bien au niveau des élèves à scolarité heurtée, aussi bien au niveau de la formation de l'élite, parce que une génération ne se forme pas en un jour. Nous avons encore du pain sur la planche, mais lorsque je regarde les 10 ans parcourus, je suis fier d'avoir pris part à ce projet dès le début, parce que j'ai vu des choses se faire. Nous avons commencé avec un effectif de 60 élèves à peu près, et une dizaine d'enseignants. Et l'année d'après, puisque nous avons pris à bras le corps le challenge, qui était le nôtre à l'époque, donc de former l'élite, de l'Afrique et du monde, pourquoi pas, puisque cet établissement a une vocation internationale. Donc l'année d'après, nous avons enregistré à peu près 250 à 270 inscrits. Ce qui veut dire que le projet avait bel et bien démarré. Et comme aime bien dire la marraine, lorsqu'un enfant naît, il ne marche pas le même jour. Il a des difficultés, il tâtonne au début, et nous avons tâtonné au début, mais nous avons cru en ce projet, nous nous sommes accrochés, et je crois que 10 ans après, nous avons ce que nous pouvons voir. Nous avons commencé très modestement, nous n'avions pas toutes ces structures. Il y a des classes qui ont poussé, passez-moi l'expression, et nous avons également des maisons, des logements qui ont pu se faire et qui continuent. En réalité, le chantier n'est pas terminé. Beaucoup a été fait, mais il reste encore à faire. Et sur ce, j'aimerais vraiment louer le courage, le courage, la foi de nos promoteurs qui ont vraiment porté haut ce projet, notamment notre marraine de l'Institut, Madame Marie-Madeleine Borancho. La conférence de presse de ce jour a porté sur l'histoire de l'institution privée internationale Bertéjean qui célèbre aujourd'hui sa première décennie. Au sortir de cette conférence, nous pouvons retenir que Bertéjean est une institution née de la vision d'un jeune, le docteur Luce Kabangoy, et de sa maman, Marie-Madeleine Borancho. Alors, après 10 ans de la formation de l'institution privée internationale Bertéjean, nous pouvons retenir que l'institution privée internationale Bertéjean est une usine de création d'élite de demain. Ces valeurs, le respect, la discipline, ce sont des valeurs qui sont utiles en tant qu'être humain, mais c'est aussi des valeurs qui nous sont utiles
pendant le citoyen. 10 ans, un long chemin. Un long chemin fait des hauts et des bas. Mais nous retenons surtout les hauts. Parce que les bas nous permettent plutôt de tirer les forces pour pouvoir progresser. Et c'est la raison pour laquelle, pour ces 10 ans, nous n'avons pas voulu faire des choses grandioses, des choses toutes simples, toutes modestes. Nous avons orienté nos manifestations vers nos apprenants, vers la communauté. Parce que Berthe et Jean, c'est une histoire. C'est une histoire que beaucoup ne connaissent pas. Nous avons des enfants qui évoluent dans un cadre idyllique, qui travaillent bien, mais il est aussi important de leur donner des outils. Il faut les édifier sur l'histoire de leur institution, qui est aussi leur propre histoire. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que pour ce 10e anniversaire, il fallait absolument mettre un accent particulier sur l'histoire de Berthe et Jean. Comment est-ce qu'elle a commencé? Quels sont les principaux acteurs de cette histoire-là? Et où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Et c'était très important. Alors, deux choses importantes à regarder. C'est-à-dire, Berthe et Jean, c'est à la fois le pédagogique et l'éducatif. Et l'ensemble des activités que nous menons pour cet anniversaire-là tourne effectivement autour de ces deux points-là. C'est-à-dire que vous avez les enseignements que nous avons tirés de l'histoire que nous avons présentée aux enfants. Ce sont des enseignements liés au courage, à la ténacité, à l'effort des pionniers, parce que ce n'était pas du tout facile. Construire Berthe et Jean, c'était un défi à relever, un défi en ce qui concerne la rudesse de la nature, un défi en ce qui concerne, si vous voulez, la mise en place des contenus, projets pédagogiques, des contenus scientifiques de l'institution, un défi en ce qui concerne aussi les hommes, parce qu'il faut les motiver, il faut fédérer les hommes autour du projet, et voilà. Donc c'est des défis également sur le plan matériel, également. Donc c'est tout cet ensemble-là, c'est toutes ces valeurs que ces pionniers ont développées, qui constituent pour nous des éléments d'enseignement pour nos élèves. Et il faut le dire aussi que c'est de là que nous tirons également notre devise, savoir-être et savoir-faire. Savoir-être et savoir-faire symbolisent l'ensemble des valeurs développées par tous les pionniers de l'État, tous les pionniers de l'institution. Élèves de classe de 3e et de seconde vont à la découverte de la vie active à travers une plateforme d'échange dénommée Carrefour des métiers. L'initiative de la direction générale de l'établissement vise à donner des meilleures informations possibles aux apprenants. Pour l'instant, nos élèves ont de vagues idées de ce qu'ils peuvent faire. Ce Carrefour des métiers auquel sont invités un très grand nombre de professionnels de la ville qui représentent tous les corps de métiers possibles. Et pour eux, de telle façon qu'ils puissent se faire véritablement une idée au contact de ces professionnels de ce qu'est le monde professionnel. Parmi les métiers, le journalisme, le dessin, les langues, la liste n'est pas exhaustive. L'organisation mise en place a permis à chacun d'avoir une idée nette sur ces activités qui pourraient susciter, pourquoi pas, des vocations. La nouveauté de ce forum, il y a quand même une nouveauté, c'est que nous avons voulu organiser des conférences. Donc il y a des petites conférences qui sont organisées de 20 minutes. Et là, dans les conférences, par exemple, il y a le secteur du pétrole qui est représenté. On a eu la chance d'avoir une étudiante qui fait son stage à l'ambassade de France, qui représente Sciences Po Paris, qui a présenté cette formation. Et c'est d'autant plus intéressant que nous avons cette option qui existe au lycée Blaise Pascal. J'ai vu le dessinateur Libec de l'Union et il m'a expliqué comment il travaille et tout ça. Il est dans son propre milieu, qui travaille à son compte. Donc il exerce pour lui seul, il n'attend rien de personne. La participation de Campus France, l'apport de nombreux professionnels et les conférences débats sont à relever dans cette organisation prévue pour s'achever ce 11 février 2017.
Voilà, nous sommes à l'école de Sainte-Marie. L'école Sainte-Marie à Libreville. Reportage depuis Libreville. Là, c'est la surveillance. Là, c'est la surveillance. Au Gabon, pays pétrolier. Avec juste 1 600 000 habitants, mais on ne connaît pas nos priorités. Là, c'est une école. Voilà, c'est une école qui est toujours ouverte. Ce n'est pas une école fermée, hein? Donc les Gabonais apprennent ici. Voilà, l'école Sainte-Marie de Libreville. Bon, il y a une fenêtre ouverte, mais on met quand même le cadenas. Bon, 5e année. Vous voyez dans quel état nos élèves, nos enfants apprennent. Voilà, c'est une salle de classe au Gabon. Voilà. Maintenant, moi, je veux juste poser des questions. Est-ce que c'est normal qu'au Gabon, une salle de classe au 21e siècle soit comme ça? Un environnement où les enfants devraient être capables de s'épanouir. Pensez-vous qu'ils peuvent s'épanouir dans un environnement comme ça? Voilà, tout ça, ce sont des salles de classe. Hein. Regardez, ça devient une demeure de bandits, de personnes qui n'ont pas de maison. Et nous sommes à la cathédrale, juste à côté de la cathédrale de Libreville. Voilà, ça, je sais pas c'est quoi. Voilà. C'est même dangereux, ça fait peur. Voilà. Voilà, c'est ça, aller à l'école à Libreville au Gabon. Vous voyez là-bas, 2015. Élèves de service, etc. Voilà, c'est une classe au Gabon. Je cherche à savoir où nos enfants vont aux toilettes. Jusqu'alors, je n'ai pas encore détecté. Voilà. Nous sommes là, jeudi le 16 avril 2015. Voilà. Voilà. 4e année. Parce que d'ici là qu'on dise que c'est un montage ou quelque chose. Là, c'est la 3e année. Voilà. C'est ça. L'école au Gabon. Donc, dans des conditions comme ça, comment pouvons-nous dire que nous allons vers l'émergence ou que d'ici 2025, nous serons à l'émergence? Moi, je voudrais savoir par quelle magie. Regardez. Où nos enfants apprennent. C'est la 3e année. Nous sommes là jeudi le 30 avril. Donc, les tableaux ne sont même pas suivis. Hein. On a des cartons comme poubelle. Voilà. En fait, des choses, des images que même quand j'étais au primaire, je ne voyais pas, mais c'est ce que je vois aujourd'hui. Regardez. Voilà, une salle de classe au Gabon. Une salle au Gabon. Ah, je crois que je vois des toilettes là-bas. Là, c'est la 1re année. Et là, je crois que c'est l'administration. Voilà, c'est la direction. Là, c'est la direction.
Voilà. Non, mais moi je crois que c'était fermé. Ils apprennent ici. Vous êtes sûr? Ou bien c'était ouvert il y a 10 ans? Ils apprennent toujours. Je ne montre pas votre visage, hein. J'enregistre. Donc vous êtes ici dans les environs et vous me confirmez que c'est une école qui est bien ouverte? Oui, oui, c'est ouvert. Ah bon, hein? Ah! Mais je ne comprends pas pourquoi les salles sont... Les chaises sont cassées. Il y a combien d'enfants ici? Il y a un seul enfant ou il y a quoi? Non, il y a plusieurs. Il y a moins de cinquantaine d'enfants. Hein. Mais c'est comme tu vois là, le grand c'est négligé. L'école est négligée, ils ne veulent pas ranger. Si tu tournes même derrière là, tu vois qu'il y a beaucoup d'herbe. Et même les toilettes, vraiment, c'est même bouché. Les toilettes sont bouchées. C'est pas possible. Donc les enfants vont dans la nature? Oui, ils vont dans la nature. Ils chient partout, l'air là-bas, partout. Vraiment dommage. Ok, donc c'était un reportage depuis Libreville. Et c'est quand même décevant qu'un pays pétrolier avec juste 1 600 000 habitants, nous nous retrouvons dans de telles situations et que l'on veut le faire croire aux gens qu'en année 2025, les choses iront mieux. Je croyais que l'école était sacrée, mais aujourd'hui je crois que la jeunesse est sacrifiée. Sans commentaire, je vous laisse vous-même faire le reste. Créée en 1970, l'université Omar Bongo prend son nom actuel en 1978. La structure, frappée par le poids de l'âge, a mal à son fonctionnement. L'institution construite pour accueillir 3000 étudiants voit sa population étudiante s'agrandir considérablement au fil des ans. Effectifs pléthoriques, problèmes d'attribution des bourses, questions d'insécurité, harmonisation du système LMD, bref, l'université Omar Bongo, depuis plusieurs années, est réputée pour ses mouvements de grève à répétition. Est-ce que nous devons cesser de revendiquer nos droits? Est-ce que nous devons avoir peur de dire « moi j'ai mal ici » Si effectivement la bourse est un moyen de subvenir à nos besoins scolaires ou d'études, Monsieur le Président, il faudrait que tout soit arrangé pour que dès le début d'une année scolaire, chaque étudiant soit en possession de sa bourse. Oui, Monsieur le Président, c'est possible. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Dans cette institution où le système LMD a été adopté en 2007, le processus de réhabilitation est bien entamé. La visite du chef de l'État devrait accélérer le rythme de mise en œuvre des réformes. Lorsque j'ai reçu votre invitation à venir vous rencontrer, je n'ai pas hésité un seul instant. Car vous me connaissez, je préfère venir et avoir le contact direct pour vous entendre et pour vous écouter. Et que je vous fais confiance. Et donc je vais retirer les gendarmes. Deuxièmement, nous avons déjà commencé un travail de réhabilitation. Et donc il est tout à fait naturel que ce travail continue. Et un certain nombre de points que j'ai vus sur le document que vous m'avez donné, il est évident que nous allons le faire. La réfection des voiries, la bibliothèque et tout cela. Donc ça pose pas de problème. Donc je ne sais pas dans quel ordre les travaux vont être faits, mais ils seront faits. Ensuite, les bourses sont totalement rétablies. Au moment où je vous parle, elles sont rétablies. Au contact des étudiants ce matin, le président de la République lui-même est donc venu porter la bonne nouvelle. Un dialogue franc et direct, sans intermédiaire et dénué de toute forme de barrière. La stratégie du dialogue ici a levé de nombreux équivoques et des idées préconçues. Si vous regardez depuis des décennies, tous les budgets qui ont été consacrés à l'éducation, si vous additionnez, vous voyez que ce sont des sommes qui sont énormes. Mais sur le terrain, vous voyez que ça n'arrive pas.
C'est là la question. C'est là la question. Donc, moi je veux faire en sorte que cela arrive. Et j'ai commencé les réformes. Oui. Mais ces réformes, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et voilà pourquoi on veut nous empêcher de faire ces réformes. Ces réformes dont vous allez être les bénéficiaires. Mais, avec ou sans eux, nous les ferons ces réformes et vous serez les bénéficiaires. En attendant l'invitation du palais présidentiel, le chef de l'État est allé toucher du doigt la réalité culinaire du restaurant universitaire. Rendez-vous pris pour la prochaine rencontre, certainement tout aussi chaleureuse et riche en symboles. Oui, ben voilà, 7 juillet 2018, la résistance gabonaise, à nouveau, devant le Pozzo di Borgo, cette propriété acquise après des artifices juridiques par Ali Bongo et Mexan Compresi, qu'ils ont mis sous des formules de société immobilière pour cacher le détournement d'argent public qui a été opéré au Gabon. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, saluer la mémoire de Grégory Ngouaminsa, Pagre. Il est le premier Gabonais à s'être associé à une plainte en France pour dénoncer les détournements de deniers publics et leur recel par les dirigeants gabonais. Il a énormément de mérite de s'être associé à Transparency International et à l'association Sherpa qui dénonce le détournement de deniers publics par les potentats africains. Donc cet homme mérite notre respect. La question des biens mal acquis a pris son essor il y a une dizaine d'années à peu près. L'on peut cependant se plaindre aujourd'hui ou regretter l'absence de décision forte condamnant cette pratique qui grève les finances publiques de ces États africains et qui font que leurs peuples finissent par croupir dans la misère. Ici en France, l'un des plus grands procureurs de l'histoire de France, Éric Montgolfier, a dénoncé toutes ces pratiques, et notamment la pratique de la corruption de l'élite française. Il a entrepris une démarche intellectuelle et professionnelle qui va rester dans l'histoire judiciaire de France. Et la question des biens mal acquis qui concerne le Pozzo di Borgo, cette propriété qui coûte 300 millions d'euros, 300 millions d'euros, 100 millions à l'achat, 200 millions de travaux. Depuis l'année 2010, cette propriété est inhabitée, elle est toujours en travaux. Il y a 10 ans qu'elle a été acquise, soi-disant au nom de l'État gabonais, alors qu'il y a 2 sociétés civiles immobilières derrière qui se partagent cet immeuble et ont déjà rédigé des textes dans lesquels les successions de ces individus que sont Ali Bongo et Mexan Compresi seront bénéficiaires de cette propriété. Et elle nous coûte 35 000 € de charges mensuelles. Énormément d'argent qui servirait aujourd'hui à régler un certain nombre de problèmes au Gabon. Et enfin, voici un ouvrage de référence, Scandale des biens mal acquis, de Xavier Harel et de Thomas Afnang, qui a fait également embrouille et qui détaille là-dedans tous les procédés utilisés par les potentats africains pour s'enrichir sur le dos de leur peuple. Des fortunes colossales ont été transférées de l'extérieur de leur pays dans des banques françaises ou monégasques ou américaines. Et tous ces faits sont dénoncés dans ces différents livres. Et tout ce que nous faisons, nous, c'est de réclamer ce qui nous revient de droit. Nous ne pouvons plus dire, comme à l'époque de Louis XIV, l'État c'est moi. Non, l'État c'est nous. L'État c'est le peuple gabonais, tout comme aujourd'hui l'État c'est le peuple français. Et par conséquent, la propriété du Pozzo di Borgo est la propriété du peuple gabonais et non d'Ali Bongo
et d'Akombesi Meksan. Voilà pourquoi nous sommes là ce samedi 7 juillet pour toujours remettre en cause ce trafic indécent et inacceptable qui appauvrit les peuples africains et pour espérer de la justice française une accélération des procédures pour qu'enfin ce bien retombe dans le patrimoine du peuple gabonais, qu'il soit restitué au peuple gabonais juridiquement parlant et que celui-ci décide de sa destination pour que financièrement l'argent qui a été mis là-dedans revienne au peuple gabonais. Et le peuple vaincra, la résistance gabonaise est là, nous sommes le 7 juillet 2018. Merci à vous, merci d'avoir suivi notre propos. Merci. Bon. Voilà, nous sommes là. C'est ce qu'on peut faire. Difficile de faire plus. Très bien, c'est très bien. L'histoire d'Omar Bongo, c'est celle d'un chef d'État mis en place par le général de Gaulle et qui va régner 41 ans sur le Gabon sans jamais perdre une élection. La France l'a choisi pour sécuriser ses ressources en pétrole. Malin, l'homme de paille va aussi largement en tirer profit. La France sans le Gabon est une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. Le papa d'Ali a du talent. Le clan Bongo va devenir puissant et surtout très riche. Grâce à un deal incroyable, signé avec la France et son groupe pétrolier, Elf. Dans les eaux gabonaises, des millions de litres de brut sont pompés chaque mois. Et le schéma de la filiale locale est le suivant. En plus d'Elf Aquitaine et de l'État gabonais, 18% des actions sont réservées à Omar Bongo, avec à la clé de jute dividendes versés à son clan. Quand Loïc Le Floch-Prigent prend les commandes d'Elf en 1989, il découvre cet accord secret signé par ses prédécesseurs. La formule qui consistait à avoir la famille Bongo comme partenaire, je ne la trouvais pas saine. Mais je n'étais pas en position de la combattre. C'est comme ça que Omar Bongo a fait sa fortune. En touchant sur le pétrole, sur ses parts qu'il avait fait dans sur ses parts dans El Gabon. Il s'est mis dans la tête de ce qu'était un roi d'Arabie Saoudite ou un émir d'Abu Dhabi. Mais les patrons d'Elf seraient allés encore plus loin, en acceptant de verser au président du Gabon de gigantesques bonus. Nous avons mis la main sur un document confidentiel, adressé à Philippe Jaffré, le successeur de Loïc Le Floch-Prigent. Dans ce courrier daté de 1996, signé de sa main, Omar Bongo fixe lui-même le montant des commissions à lui verser. Il appelle ça ses frais commerciaux. 10 millions de dollars par trimestre. Pourquoi l'État français, propriétaire d'Elf, a-t-il laissé le président gabonais s'enrichir grassement? La clé de l'énigme se trouve peut-être au palais de Libreville, sur les murs du bureau d'Omar Bongo. Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. Chez les chefs d'État français, avec qui avez-vous été vraiment très très proche? Tout le monde, tout le monde. Votre ami, votre frère aujourd'hui, c'est qui? Tout le monde. Tout le monde. Omar Bongo a toujours été un amoureux de la vie politique française. Il la connaît par cœur. Il est même suspecté de l'avoir financée. Des mallettes de cash auraient été remises à nombre d'hommes politiques.
Les Gabonais s'emparent de l'hôtel du Borgo, posture du Borgo, ouais, action d'envergure, et nous les voulons aussi allons passer aux opérations pour le coup. Les Gabonais sont dans l'hôtel, voilà, donc nous sommes libres.
Je suis M. Nzali Fidèle, Nzali Banza Fidèle, chef de quartier Bambouché.